Bienvenue dans le 5e épisode de Sur les routes de la sociologie. Nous posons nos bagages à Limoges le temps d'une rencontre avec Virginie, une ancienne étudiante de sociologie qui s'est spécialisée dans les diagnostics territoriaux dans le secteur de l'action sociale en milieu rural. Dans notre échange, Virginie nous raconte sa rencontre avec la sociologie et ses études jusqu'en master professionnel, expertise et intervention en sciences sociales. À l'issue de ses études, elle devient responsable du service d'action sanitaire et sociale d'une mutualité sociale agricole, dans laquelle elle est intervenue notamment auprès des agriculteurs en souffrance. Elle travaille désormais en tant que responsable de service aux partenaires au sein de la CAF de la Haute-Vienne, où elle met en œuvre des actions de développement social et territorial. Elle nous raconte plus en détail son parcours dans notre échange. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Donc Virginie Quérault, j'ai 44 ans. Donc je suis diplômée d'un master intervention et expertise en sciences sociales que j'ai obtenu à l'université de Poitiers après avoir fait tout un cursus en sociologie. J'avais eu un DUG et puis une licence et une maîtrise en sociologie toujours à l'université de Poitiers. Donc j'ai hésité après la maîtrise entre deux masters parce qu'il y a aussi celui qui était porté par le département de géographie où on était vraiment sur du développement des territoires. Moi, c'est ce qui me plaisait. J'ai toujours travaillé sur tout ce qui était le milieu rural et le développement dans toutes ces dimensions, développement des territoires ruraux. Et donc, j'avais hésité, entre ces deux masters, et finalement, je suis restée sur celui de sociologie, avec intervention expertise en sciences sociales. Donc ça, c'est le parcours universitaire. Et dès la fin de mes études, en fait, j'ai pu intégrer la MSA. Donc c'était la MSA de Charente à l'époque. Maintenant, c'est la MSA des Charentes, parce qu'il y a eu une fusion des deux entreprises. Et je suis rentrée comme chargée d'études pour évaluer un premier programme européen. Alors pour la petite histoire, j'avais pas postulé directement à la MSA, puisque j'étais très intéressée par plutôt le domaine associatif une fois que j'ai eu fini mes études, et j'avais travaillé sur des chantiers d'insertion notamment. Donc j'aimais beaucoup tout ce qui était associatif et chantier d'insertion, et je cherchais plutôt dans ce domaine-là. Et donc j'avais postulé sur un poste qui était dans une pépinière d'entreprise des métiers d'art à Angoulême. Et j'ai pas été retenue malheureusement, mais le président de l'association était directeur comptable et financier à la MSA, et il a ramené mon CV à la MSA, et il a été voir la sous-directrice en lui disant: tiens, regarde cette candidature, ça pourrait être intéressant pour évaluer le programme européen. Donc ils étaient engagés dans un programme européen qui arrivait à terme, et il fallait l'évaluer, et c'est comme ça qu'ils ont ramené mon CV à la MSA et qu'elle m'a rappelé. Donc moi je suis fille d'agriculteur, donc quand on a reçu l'appel de la MSA, c'est mon papa qui a décroché. Donc ça nous a, c'est une petite plaisanterie qu'on aime à se rappeler, parce qu'il a eu un peu peur pourquoi la sous-directrice l'appelait. Je lui dis: ah, t'as pas dû payer tes cotisations, je l'ai un peu taquiné. Il me dit: bah non, c'est pour toi. Donc elle me rappelait pour que je puisse passer un entretien avec elle, et elle m'a proposé ce poste. Il cherchait quelqu'un en CDD, juste le temps de l'évaluation du programme européen. Donc c'était sur des agriculteurs en difficulté. Donc c'est vrai que l'entretien s'est bien passé, puisque j'avais à la fois des compétences tout de suite mobilisables pour évaluer un programme européen, puisqu'il voulait faire une évaluation quantitative et qualitative. Et c'est vrai que sur nos études dans sociologie, on apprend particulièrement à combiner ces données froides issues des données quantitatives et ces données chaudes du qualitatif, les entretiens. Donc j'ai tout de suite pu mettre ça en avant. Et en plus, je connaissais parfaitement bien le milieu agricole, puisque ça, moi, elle le savait pas, mais j'étais fille d'agriculteur. En plus, sur le département sur lequel avait été mené le programme européen. Donc ça a tout de suite, j'ai tout de suite pu mettre des choses en avant et être retenue sur ce poste. Qu'est-ce qui a conduit une fille d'agriculteur à faire des études de sociologie ? Alors j'ai découvert la sociologie au lycée. Donc ça a tout de suite... je faisais économie, parce que je préparais un bac ES. Et économie, sociologie, ça m'a tout de suite plu. Quand la sociologie, vraiment, j'ai tout de suite été passionnée.
Et je pense que oui, la fille d'agriculteur, c'est pas neutre parce que j'ai grandi, je le dis souvent, voilà, un peu en autarcie au milieu de 60 hectares. Et c'est vrai que les premières confrontations au monde, au monde humain avec beaucoup de personnalités différentes, de découvrir vraiment cet environnement plus dense, je dirais, en humain. Moi qui étais entourée d'animaux, c'est vrai que ça a été, oui, ça a été marquant, je pense. Et donc j'étais vraiment intéressée par ces questions du vivre ensemble aussi. La sociologie, elle explique bien comment on fait société, comment on vit ensemble. Il y a des détails sur il y a des études, des détails sur des publics, sur différents publics. Donc on arrive moi je pense que ça a éclairé en tout cas, moi qui avais voilà grandi de manière un peu isolée et plutôt avec des animaux, de découvrir l'espèce humaine à travers le regard de la sociologie, c'était très intéressant pour moi. Donc je pense que c'est ce qui a accroché en tout cas au lycée. Et puis oui, voilà, dès le lycée, je pense que la sociologie, ça c'était, je me suis dit c'est ce qui me plaît. Je sais pas trop ce que je veux faire comme métier. Par contre, ça me plaît. Je vais continuer dans ce domaine-là. Donc j'ai hésité, je pense, avec un UT. Il y avait des carrières sociales. Au début, j'étais plutôt partie sur des études courtes. J'avais pas un dossier, je pense, qui me permettait d'intégrer facilement, voilà, certaines écoles. Donc j'ai dit je vais aller d'abord à l'université. Et puis je réintégrerai peut-être voilà un BTS carrière sociale ou peut-être l'IRTS, d'autres filières. Et finalement je me suis vraiment plu à l'université et j'ai poursuivi voilà jusqu'au master. Et tu t'es intéressé à la question du développement local quand tu as réalisé tes mémoires? Alors peut-être pas tout à fait au début. Je pense que ce qui m'intéressait, c'était la sociologie des espaces ruraux, un peu mixée avec de la géographie. C'est vrai que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les commerces de proximité en zone rurale. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer, c'était à peu près en même temps, l'université proposait d'emmener quelques élèves faire des stages d'ethnographie. Voilà, donc on avait des professeurs qui organisaient ça. Et ça a vraiment été, en tout cas pour moi, un déclencheur, même dans le travail de mon mémoire, puisque on nous emmenait, voilà, un petit groupe d'une quinzaine d'étudiants sur le terrain. On nous donnait un thème le matin. Donc, je me souviens, la première année, c'était le conflit. Et on nous mettait par 2 ou 3 et on nous disait, vous revenez ce soir, une fois que vous aurez exploré le territoire sur lequel on est, avec un sujet sur le conflit. Alors moi, j'étais plutôt timide, réservée, j'avais peut-être un peu de mal à aller au contact des publics. Je pense que là, ça fait vraiment un déclencheur en tout cas pour pouvoir après mettre en œuvre et aller au contact des publics. Parce qu'il fallait vraiment, puisqu'on partait voilà en voiture, on connaissait pas le territoire, il fallait revenir avec un sujet. Donc forcément, on était obligé d'aller au contact des habitants et d'essayer d'avoir des informations, de glaner des informations pour pouvoir ramener un sujet. Donc ça, je pense que c'est vraiment là où j'ai commencé à toucher ce domaine-là. Et après, à la MSA, on dit toujours qu'elle a été fondatrice du développement social local. Donc ça a été après cette deuxième notion que j'ai pu raccrocher. Donc ça vient vraiment des deux entrées. Cette volonté, cet intérêt pour les territoires ruraux et leur développement, plus après à la MSA d'avoir touché du doigt là, le développement social local. C'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette fibre-là et c'est ce qui m'intéresse, le développement social des territoires, les projets de territoire, et aujourd'hui c'est ce sur quoi je travaille. Est-ce que c'est dans ce cadre des stages ethnographiques que tu as participé à fonder une association d'ethnographie? C'est ça. C'est vraiment pendant ces stages d'ethnographie là qu'on a pu. Ça a vraiment été une chance en tout cas pour moi. Je pense que c'est vraiment une manière de faire ses premières armes sur le territoire, de vraiment voilà savoir mener des entretiens un peu dans toutes les conditions, un peu avec des publics qu'on connaît pas. Donc on s'est dit il faut vraiment que d'autres élèves puissent en bénéficier. Il y avait eu des promotions avant moi.
Et on s'est dit, mais il faut vraiment que d'autres étudiants puissent bénéficier de ces stages sur le terrain avec encadrés par des professeurs. Et c'est vrai que ça avait un coût, hein. Il y a des coûts d'hébergement, des coûts de repas. Donc il fallait pouvoir avoir quelques financements. Et donc c'est en montant après l'association Areas qu'on a pu, en tout cas, voilà, collecter et maintenir toujours des financements et permettre aux étudiants d'aller sur le terrain et de continuer ces stages. Il y avait aussi une autre idée, c'était parce que les stages d'ethno, c'était pour voilà partir de la maîtrise, mais on voulait aussi pouvoir faire intervenir des sociologues ou des anthropologues à l'université. Et ça, voilà, pareil, pour faire venir un anthropologue ou un sociologue, il y a toujours des frais de déplacement, quelques frais d'hébergement. Donc, elle avait aussi vocation à faire intervenir et à mener des conférences pour les étudiants avec des sociologues ou anthropologues connus. Donc, moi, je me rappelle, voilà, d'une conférence avec Maurice Godelier qui m'avait profondément marqué. C'était vraiment une chance de l'avoir, de pouvoir lui parler, le saluer et d'échanger avec lui sur ses travaux d'anthropologie. Donc il y a vraiment eu ces deux aspects. Et quand on était après en master, c'est pareil, on avait travaillé pour une collectivité. On se disait, faut qu'on puisse faire du terrain. Moi, c'est ce qui m'intéressait, hein. Quand on fait c'était un master pro, donc de pouvoir faire du terrain. Et il y avait la communauté communauté urbaine de Poitiers, qui voulait confier une enquête à des étudiants sur le bus de nuit, le Noctambus. Et ça avait été, voilà, on avait répondu en tout cas à la promo à cette commande publique et on avait mené les travaux pour la communauté urbaine. Et c'est pareil, d'avoir l'association en support, c'est bien, ça permettait aussi s'il y avait des frais ou si voilà, d'avoir des financements ou quelques défraiements, de le mettre sur l'association. Elle avait vraiment, voilà, vocation à ça, l'association, à pouvoir répondre à des commandes publiques à des étudiants, à emmener des étudiants en stage sur le terrain et aussi à organiser des conférences. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, répondre à une commande publique? Alors on peut, que ce soit les collectivités ou même une caisse d'allocation familiale, n'importe quelle institution peut passer, avoir une commande d'études, de recherche, et elle peut soit faire appel effectivement à un cabinet, rémunérer un cabinet, hein, d'audit ou un cabinet spécialisé dans le domaine, ou elle peut aussi passer commande auprès d'étudiants qui peuvent réaliser l'étude. Donc c'est vrai qu'on cherche quand même plutôt dans le domaine public ou même dans la sécurité sociale à travailler aussi avec des étudiants. Donc c'est bien de pouvoir leur passer une commande, hein, donc il faut qu'il y ait cet échange entre la collectivité et puis le groupe d'étudiants. Pour bien formaliser la commande, ils peuvent être intégrés aussi au sein de la collectivité par moment ou de l'institution pour bien découvrir le terrain et ce qui est attendu et après répondre à la commande ou aux besoins de la collectivité ou de l'institution. Qu'est-ce qui fait que tu as changé d'institution? Tu as travaillé au départ à la MSA et ensuite tu es aujourd'hui à la CAF. Est-ce que tu pourrais expliquer cette évolution professionnelle? Alors j'ai d'abord, voilà, je suis rentrée à la MSA vraiment comme chargée d'études. J'ai évalué ces deux programmes européens. Après, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'avais un peu fait le tour de mon poste. Je voulais évoluer, donc c'est vrai qu'on en a échangé avec ma direction. Et quand il y a le poste de responsable qui est sorti, qui était sur Limoges, elle m'a dit: «Mais Virginie, c'est un poste pour vous». Alors moi, je me voyais pas déjà manager. J'avais ça, par contre, on l'avait pas appris pendant nos études, donc c'était une nouvelle compétence à déployer pour moi. Donc finalement, j'ai obtenu ce poste et j'ai managé voilà, une équipe. J'étais responsable du service d'action sanitaire et sociale. Donc j'avais toujours cette possibilité, voilà, de mener des projets, hein, toujours travailler en mode projet, en développement social local, et puis de manager une équipe. Et je suis restée une dizaine d'années sur ce poste. C'est pareil, après j'avais besoin aussi de changement, j'ai toujours besoin de me nourrir, hein. Je fais aussi des fois des choses à côté, je continue à intervenir à l'université. J'ai également accompagné
une promotion et 2 personnes qui passaient un diplôme d'état d'ingénieur social sur une école qui s'appelle Polaris à Limoges, qui forme ces diplômes d'état. Et donc voilà, j'avais fait le tour de ce deuxième poste en management et j'ai vu que la caisse d'allocation familiale, elle développait un nouveau dispositif qui s'appelait les conventions territoriales globales. Et c'était une manière un peu d'aborder le territoire et son diagnostic sous plusieurs angles. Et je me disais, finalement, il n'y a pas que la MSA qui vraiment prend à bras le corps l'ensemble d'un territoire, fait du développement social local. Finalement, la caisse d'allocation familiale et le régime général va aussi s'intéresser à approcher le territoire de manière globale avec ses CTG, puisqu'elle porte sur 6 thématiques. Et il y avait ce mode projet, ce mode diagnostic aussi et plan d'action, et c'est ce qui m'a plu. Et comme c'était la fin des contrats enfance-jeunesse, les fameux CEJ, et qui passaient sur ce nouveau dispositif, c'est vraiment ce qui m'a attiré sur l'offre d'emploi, et c'est pour ça que j'ai postulé, parce que j'ai aussi vu que j'avais pour déployer ce nouveau dispositif avec une équipe, je savais manager et en même temps j'avais cette capacité à développer un nouveau projet un peu comme ça à multidimension sur un territoire. Donc c'est ce qui m'a attiré sur ce poste. Puis après, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que dans la sécurité sociale, c'est des mobilités en fait. C'est une grande famille, la sécurité sociale, avec toutes les branches que j'ai évoquées, la MSA et puis les branches famille, recouvrement, maladie et santé. Donc une fois qu'on est rentré dans la sécurité sociale, on peut très facilement passer de l'un à l'autre, puisque c'est des mobilités. Donc on change facilement sans perdre nos congés, nos salaires. Voilà, il y a vraiment des passerelles entre les organismes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une richesse de pouvoir regarder tous les postes en fait. C'est comme un peu un changement de poste en interne finalement, donc ça permet vraiment de passer de l'un à l'autre, et il y a plein de métiers intéressants, passionnants au sein de la sécurité sociale. Pour approfondir encore un peu davantage, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les différentes activités et missions de ton poste actuel ? Oui. Alors aujourd'hui, c'est un poste plutôt de manager dit stratégique, hein. Donc je manage aussi des managers qui managent même des collaborateurs, puisque quand j'ai commencé à manager en MSA, j'avais directement l'équipe qui m'était rattachée. Aujourd'hui, j'ai aussi des managers. Donc c'est vraiment de piloter tout ce service. Donc on est 20 au sein du service. Donc c'est vraiment le pilotage et le management stratégique du service. J'ai aussi la création, je dirais, au-delà du pilotage, création d'outils pour l'animer. Aujourd'hui, on est plutôt en termes de management, sur du management participatif, collaboratif, avec beaucoup du faire ensemble, et faire avec les collaborateurs. Donc j'ai vraiment cette approche-là, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai développé sur le dernier poste, le management participatif, collaboratif, de créer les outils avec les collègues. J'avais des collaborateurs qui étaient bien formés à l'animation participative de réunions. Donc aujourd'hui on travaille beaucoup comme ça, avec beaucoup d'outils participatifs, collaboratifs. Donc ça, l'animation d'équipe, vraiment j'ai pu le développer sur ce poste-là. Je suis membre aussi du CODIREL, hein, donc c'est le comité directeur élargi de l'entreprise. Donc ça me permet de participer aux décisions stratégiques de mon organisme. Donc il y a les agents de direction, et on est des managers, on a des managers qui sont associés aussi au CODIR. Donc ça fait le CODIREL pour participer vraiment à l'approche stratégique, au développement de la stratégie de l'entreprise. Donc ça permet de toucher un peu aussi à tous les domaines, hein, les ressources humaines, tous les moyens, qu'ils soient humains ou matériaux de l'entreprise, et comment les utiliser et optimiser leur gestion. J'ai toujours cette partie aussi de déployer des schémas. Donc on a 2 grands schémas qu'on pilote en CAF, le schéma départemental des services aux familles et le schéma directeur d'animation de la vie sociale. Donc le schéma départemental des services aux familles, il est piloté par l'État, et nous on est les CAF, on doit le mettre en œuvre avec de nombreuses autres institutions.
Donc c'est vraiment de décliner ces schémas qui ont un cadrage national sur les territoires. Donc ça c'est aussi quelque chose qui me plaît de pouvoir en gros déployer une politique publique sur le territoire. Ces politiques publiques, elles sont pensées au niveau national et c'est comment nous on vient les développer sur notre territoire en les adaptant avec les réalités du territoire et les ressources du territoire. C'est vrai qu'en MSA, le développement social local, on part dans l'autre sens, et même en sociologie, on part souvent du terrain et du territoire et de ses ressources, et on essaye de faire remonter les choses. Et c'est vrai qu'en CAF, il y a une proximité qui est plus grande avec l'État et les politiques publiques, donc c'est plus descendant, et c'est de se faire rencontrer les deux en fait. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans les postes que j'ai occupés, c'est de pouvoir bien connaître un territoire, de faire valoir ses spécificités, ses ressources, et en même temps d'y déployer une politique publique, de faire coller les deux en fait. Et il y a toujours des marges de manœuvre, et je pense que c'est justement avec notre connaissance du territoire, c'est à nous de faire coller les deux, de rapprocher ce qu'il y a au niveau du terrain et les souhaits du national et de la politique publique. Donc j'ai toujours cette partie-là qui me plaît, le développement aussi de partenariats internes et externes. C'est vrai que le domaine d'activité, c'est pour ça que je garde toujours même si on me propose d'autres postes, je garde toujours le social et ce volet-là de l'action sociale, puisque ça me permet vraiment d'avoir un pied dans l'entreprise, mais d'avoir aussi un pied à l'extérieur et de rencontrer tous les acteurs présents sur le territoire et de travailler vraiment avec eux et de pouvoir créer des partenariats. J'ai aussi une partie gestion budgétaire. Ça, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué pendant mes études et sur lequel j'ai dû me former. Tout ce qui est la gestion budgétaire. Aujourd'hui, alors en MSA, j'avais pas un budget aussi important, mais aujourd'hui, le budget que j'ai à gérer pour l'action sociale de la CAF, c'est un petit peu plus de 25 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même quelques notions, même si on a une cellule de spécialistes et des collaborateurs spécialisés sur lesquels m'appuyer, une direction comptable et financière. C'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi dans mon poste. Et puis après, d'animer les projets quand on les travaille avec les partenaires et quand on les construit, c'est aussi de les faire valider à un conseil d'administration. Et je l'avais aussi en MSA et je l'ai en CAF aujourd'hui, c'est de travailler aussi avec un conseil d'administration et des élus qui ont aussi, eux, une vision du territoire, et c'est de savoir leur apporter les bons éléments techniques pour qu'ils prennent la meilleure décision pour l'institution et pour les partenaires aussi avec qui on travaille. Donc voilà les grands axes, pilotage stratégique, participation aux décisions de l'entreprise, animation d'équipe en mode participatif, collaboratif et déploiement d'outils. Ces projets de territoire avec les CTG, avec les schémas, la gestion financière budgétaire et aussi ce travail avec les conseils d'administration. Tu disais que tu étais passé d'un poste de chargé d'études à un poste de responsable. Comment s'est faite la transition? Parce que comme tu disais également, on n'est pas formé au management. Est-ce que ça s'est fait assez facilement? Oui, tout à fait. Faut quand même, ça s'improvise pas quand même le management. C'est l'humain, c'est important. Et je pense il y a quand même besoin de formation. Alors effectivement, j'avais développé des compétences puisque dans le premier poste, en étant chef de projet, finalement, on fait une sorte de management hors rôle hiérarchique, je dirais. Finalement, j'avais quand même, par les projets qui m'étaient confiés, du management sans rôle hiérarchique. Je déployais par exemple l'outil informatique, je devais travailler avec les techniciens, donc je devais quand même les accompagner dans leur montée en compétences, dans l'appropriation de l'outil, mais c'était sans rôle hiérarchique. J'étais chef de projet aussi plutôt sur le domaine de l'habitat.
je devais aussi faire collaborer les travailleurs sociaux avec d'autres organismes à l'extérieur, avec aussi d'autres services à l'interne. Le fait de travailler comme ça, je pense, en mode projet, de manière transversale, en interne, en externe, on est quand même finalement obligé de faire collaborer tout le monde et travailler tout le monde au service du projet, sans rôle hiérarchique. Finalement, quand un jour on a le rôle hiérarchique, ça nous légitime aussi et c'est plus facile. Donc je savais déjà, je pense, quand on est chef de projet, on sait déjà faire travailler un peu les gens ensemble, collaborer, et on prend quand même un certain ascendant en tant que chef de projet pour mener en tout cas le projet à bien. Donc ça m'avait déjà bien avancé. Après, d'être vraiment le responsable hiérarchique et d'avoir le management d'une équipe, c'est quand même voilà une autre prise de responsabilité. Moi, j'ai eu besoin de faire des formations. Donc j'ai fait des formations complémentaires auprès d'un organisme qui voilà forme plutôt dans le domaine sanitaire et social. Donc j'ai fait en 2 temps en fait une première formation d'une semaine assez dense et avec des travaux aussi un peu pratiques entre temps, et 1 an après une autre formation d'une semaine. J'ai fait en 2 temps et après je me suis formée sur plein de petites spécificités. Mais j'ai fait c'était leadership et management, la formation, donc une formation de base, et puis après des petites formations spécifiques comme sur l'entretien annuel d'évaluation. Là, je me suis formée il y a pas longtemps sur l'entretien pro, sur voilà plein de choses. Après, je suis allée chercher après en fonction des thèmes, mais j'ai eu une formation effectivement de base. Est-ce que tu as rencontré des difficultés propres au métier lorsque tu étais chargée d'études, que ce soit au moment de l'évaluation ou de la restitution des résultats? Des difficultés, alors déjà voilà, je dois dire que j'étais quand même très, très bien accompagnée. La sous-directrice, voilà, de la MSA de Charente qui m'avait recrutée était toujours restée très présente, et j'avais voilà 2 managers aussi, voilà, qui étaient assez exceptionnels, hein, et dont une qui aimait aussi beaucoup la sociologie, donc voilà, qui ont été très accompagnantes et qui ont défendu la méthode et qui ont protégé la neutralité que doit avoir un sociologue. Donc je pense que le cadre il n'y est pas pour rien, et voilà, je les en remercie. C'est vrai que ces trois femmes, voilà, j'ai vraiment de la reconnaissance pour elles. Elles m'ont vraiment permis d'entrer dans le monde du travail et ouais, elles m'ont protégée hein, aussi et facilité les choses. J'ai pu garder la neutralité tout le temps de la première enquête parce que effectivement, des difficultés pouvait y en avoir puisque on venait évaluer un programme sur des agriculteurs en difficulté. Il y avait quand même un lien politique avec des syndicats agricoles qui étaient de voilà différentes mouvances et qui avaient chacun une vision et une volonté ou voilà, qui voulait atteindre peut-être certains objectifs ou certains enjeux sur ces agriculteurs en difficulté. Donc il fallait vraiment que je puisse faire voilà, ce travail de manière neutre. Donc moi j'ai pas senti de difficulté, j'ai compris qu'il se passait quelque chose juste avant la restitution en fait. Où là parce que j'ai dû aller présenter mes travaux aux différents syndicats et aussi à la chambre d'agriculture qui était voilà, qui est marqué politiquement, hein, puisque c'est un syndicat, il y a des élections et c'est un syndicat qui est à la tête des chambres d'agriculture. Donc là, oui, j'ai senti qu'il y avait des enjeux, il y a eu des critiques, il y a eu quelques crispations, voilà, juste avant la restitution. Mais après, ça s'est bien passé, je dirais, sur la restitution, et j'ai pu rééchanger avec eux. Et effectivement, il y avait cette volonté d'accompagner les agriculteurs en difficulté. Il y avait un syndicat qui voulait le faire avec d'une certaine manière, et un autre syndicat aussi qui avait des enjeux sur cet accompagnement. Puisque dans le dispositif que j'ai évalué, il y a un syndicat qui était partie prenante, qui n'était pas un syndicat majoritaire. Et donc un autre aussi le syndicat majoritaire qui aurait bien aimé récupérer peut-être cet accompagnement par la suite. Donc oui, il y avait un enjeu politique, mais duquel oui j'ai été protégée. Et ça c'est, je pense que dans nos métiers, dans justement le déploiement des politiques publiques, on est toujours au milieu de ces enjeux politiques. Donc il faut bien les maîtriser, bien connaître le territoire. C'est pas forcément des choses qu'on mesure et qu'on peut apprendre en fait, mais apprendre dans des études. C'est quelque chose qu'il faut comprendre les mécanismes et quand on est dans la situation de travail.
Mais normalement, on a aussi justement un conseil d'administration ou une hiérarchie qui est là pour nous protéger de tout ça. Et en tout cas, nous, on doit pouvoir être libre et de travailler de faire l'enquête vraiment de manière assez pure, je dirais. Sans être une puriste, en tout cas, moi, je voulais pas que mes travaux puissent être utilisés par qui que ce soit. Je voulais pouvoir amener un point de vue neutre, honnête, loyal et ne pas dévoyer mes travaux pour favoriser qui que ce soit. Est-ce que dans ton poste actuel, tu te sens impacté dans ton travail par les différents enjeux politiques auxquels tu peux être confronté? Aujourd'hui, c'est un poste éminemment politique et c'est mon quotidien, donc de travailler. Je travaille avec les collectivités, avec les élus, avec toutes les collectivités du département. On a des dispositifs, c'est pareil, un schéma départemental des services aux familles. C'est un schéma départemental qui doit se déployer sur tout un département et avec l'État, les collectivités, l'association des maires de la Haute-Vienne. Enfin, donc non, c'est éminemment politique et on est au milieu de ces enjeux au quotidien et c'est aussi le travail de mon équipe. Donc c'est pour nous de rester neutre politique et l'institution ne doit pas, en tout cas les techniciens ne doivent pas être marqués politiquement pour nous dans la sécurité sociale. Donc c'est bien, voilà, de toujours les maîtriser, de maîtriser les enjeux de chacun, de chaque collectivité, l'enjeu de l'État, l'enjeu des institutions, d'un conseil départemental. C'est vrai que en plus ça peut être des enjeux, ils ont par moments des enjeux contraires. À l'approche de périodes électorales, on est aussi voilà, on peut aussi être au milieu de projets ou qui peuvent nourrir un mandat. Donc c'est bien de toujours en avoir conscience. C'est vrai qu'une convention territoriale globale, c'est ce que je leur dis, hein, c'est un outil pour mettre en place votre projet politique. Donc on y est vraiment au cœur là des enjeux. La convention territoriale globale, moi je leur fais bien, voilà, on fait le lien avec les collègues entre quel est votre projet politique, vous avez été élu sur quel projet politique, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre territoire, qu'est-ce que vous voulez y voir changer. Et quand ils nous ont un peu donné ces éléments-là, on leur dit, nous, on a un outil qui est la Convention territoriale globale qui va pouvoir vous aider à mettre en place ce projet. Donc, on est bien, voilà, toujours dans cette dimension politique. Et il y a aussi des projets qui sont des gros projets qui sont des fois l'emblème ou l'illustration d'un mandat. Je pense à voilà certains gros projets d'accueil de loisirs qui vont être un peu emblématiques d'un mandat politique. Et justement, les élus en place, le mandat en place ils vont s'appuyer sur ce projet pour le mettre en lumière et être peut-être réélu en 2026. Donc oui, on est toujours au milieu de ces enjeux. Et puis des projets qui sont aussi qui ont des sources de financement diverses. Et donc un projet, il peut être financé des fois par la collectivité, par la CAF, par le conseil départemental. Donc c'est que chacun aussi voilà, s'y retrouve et soit mis en lumière à la hauteur de son engagement dans le projet. Donc il y a aussi de la récupération politique qui peut être faite des projets. Donc oui, c'est un enjeu, c'est notre travail au quotidien. Et c'est vrai que ça, je pense que on le mesure pas. Moi, on n'a pas été formé là-dessus, sur ces politiques peut-être publiques ou pas. En tout cas, à mon époque, peut-être pas assez. Mais on est toujours, voilà, il faut bien connaître les politiques publiques, bien connaître le rôle de chacun, et on est toujours au milieu de ces enjeux politiques, de ces enjeux politiques, et qui ont un impact là, de plus en plus là, sur à l'approche des élections et des municipales, oui, il y a un vrai enjeu pour les élus sur les projets qu'on peut travailler avec eux. Donc je voulais savoir si tu avais pu saisir l'impact de ton travail sur les gens que tu accompagnes. Je pense aussi bien à la CAF, mais aussi dans tes expériences précédentes à la MSA, et notamment auprès des agriculteurs. C'est aussi une population qui est en souffrance, et donc du coup est-ce que ça c'est des choses que tu as pu saisir à travers des témoignages de personnes par exemple que tu as pu accompagner, ou même des données
que tu as pu récolter. Je sais pas si c'est peut-être pas facile de répondre à cette question, mais voilà, est-ce que tu ressens concrètement les effets de ton travail, de tes actions sur les gens? Oui, tout à fait. C'est ce qui me donne du sens. Je pense qu'on a besoin de sens au travail. Moi, je me dis, j'ai pas besoin de chercher le sens de mon travail. Quand je me lève le matin, même toute la journée, j'ai des retours de ce que de ce qu'on peut mettre en place. Donc, il y a un vrai sens au travail. Alors, à la MSA, on travaille social directement avec les personnes. Forcément, vu qu'on accompagne des gens qui sont dans des changements de vie, dans des, des difficultés ou pas, hein, mais en tout cas des événements de la vie ou des moments de la vie qui sont clés, hein, puisqu'on était en MSA, on est là, on les accompagne de la naissance jusqu'au décès, je dirais. Donc vraiment sur toutes les étapes, on est présent. Donc il y a forcément des liens. Puis c'est un accompagnement. J'avais plutôt de l'accompagnement individuel. Hein, on était plus sur de l'individuel. En CAF aujourd'hui, je suis plutôt sur du collectif. Mais sur l'individuel, il y a forcément tout de suite un retour, puisque j'ai notamment travaillé auprès d'agriculteurs en difficulté. Hein. Ça avait été d'ailleurs le programme européen. On était bien sur ces publics-là, comment on les accompagne. J'ai pu continuer dans ce domaine-là et travailler notamment sur le suicide des agriculteurs. Donc j'ai été formée pour détecter les gens en crise suicidaire, évaluer, les faire hospitaliser. Donc ça a été ouais, des formations importantes et là on a tout de suite forcément un retour. Donc ça a été des moments extrêmement riches en émotions, des moments qui ont parfois été très difficiles, mais on a aussi la satisfaction d'avoir parfois sauvé une vie. Là, forcément, avec ces retours-là, on a tout de suite un sens, ça donne tout de suite du sens et on voit tout de suite l'impact, puisque c'est un impact fort, puisque c'est l'enjeu d'une vie. On a aussi, je dirais, des gens qui rentraient en dépendance, des fratries qui peuvent se déchirer sur le placement d'un parent dans un établissement. Donc on avait aussi ces accompagnements-là. Les gens qui se séparent avec le dispositif de la médiation familiale que j'avais en MSA mais que j'ai toujours aussi en CAF. Donc là, on avait aussi des fois des gens en direct qu'on pouvait orienter vers ces dispositifs. Donc ça leur permettait de se séparer, d'envisager la séparation sous un autre angle. Dans le milieu agricole, on a parlé aussi, il y a des agriculteurs en difficulté, mais aussi des accidents sur les exploitations, avec parfois des blessures, des décès. Donc c'est aussi d'être à côté des gens dans ces moments-là. Donc là, voilà, pas de souci pour trouver le sens. Il y a aussi des événements plus heureux, parce qu'on fait les périodes difficiles, mais on fait aussi l'arrivée d'un enfant, les naissances, comment on réinstalle une vie, comment on installe ou réinstalle une vie de famille. On est aussi sur les départs en vacances, des agriculteurs qui étaient jamais partis en vacances, donc comment on prépare avec eux ce départ, comment des fois pendant un an on prépare avec eux pour qu'ils laissent leur exploitation et qu'ils montent dans le bus avec les travailleurs sociaux avec qui ils vont partir une semaine. Donc ça, voilà, c'était vraiment là, on a un retour qui est tout à fait direct et tout de suite visible. Quand j'avais commencé aussi sur le logement, hein, c'est des sorties de logements insalubres ou même avec un risque de péril. Hein, donc c'est comment on sort les gens de ces maisons-là, comment on les met en sécurité, comment on fait pour qu'ils les réintègrent et qu'ils utilisent aussi ce nouvel environnement, comment ils se le réapproprient. Donc ça donne tout de suite du sens au travail. Après, je pense, les travailleurs sociaux se reconnaîtront dans ce travail qu'eux mènent au quotidien avec les publics. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a fait que j'ai changé, que j'ai pris un petit peu de distance par rapport à tout ça. C'est aussi très impactant, personnellement, émotionnellement. En sortant du travail dans la MSA, des fois, au bout de 15 ans, je me disais, mais est-ce que notre monde va mal? Est-ce que les gens vont tous mal? Mais c'est parce que dans un service social, dans une MSA, on a quand même on a majoritairement ces retours-là de publics qui sont en difficulté, momentanément ou un peu plus longtemps. Donc c'est engageant et ça peut être émotionnellement être difficile. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a fait que j'ai eu envie de changer au bout de 15 ans, que c'était aussi bien que je prenne aussi un peu de distance. J'y mettais aussi beaucoup de moi, donc
Donc là, voilà, le sens, il est pas difficile à trouver. Et aujourd'hui, d'une manière différente, mais il y a aussi beaucoup de sens puisque c'est créer des équipements. Hein. Donc on développe des équipements. Hein. Quand on ouvre une crèche dans une commune, forcément, il y a tout de suite un impact puisque on fait une enquête, on voit des familles qui ont besoin d'un mode de garde, qui en recherchent un, qui peuvent ne pas en trouver, des gens qui peuvent être stressés parce qu'ils vont reprendre leur travail et qu'ils n'ont pas trouvé de mode de garde. Donc il y a un vrai impact tout de suite quand on ouvre une structure. Donc les accueils de loisirs, des fois il y en a, des garderies, mais elles sont dans les écoles ou c'est pas des lieux adaptés. Donc tout de suite, quand on va visiter, quand on crée une nouvelle structure, un nouvel accueil de loisirs, on voit les enfants qui sont dans des bonnes conditions, qui sont accueillis le matin dans un lieu, voilà, qui est pas l'école, même pendant les vacances, ils vont dans ces accueils de loisirs. Il y en a qui ont vraiment créé des belles structures avec des potagers, des espaces extérieurs vraiment naturels, ludiques, où ils peuvent être en extérieur. On a la chance d'être sur des territoires ruraux avec une nature voilà, à proximité, donc c'est d'en profiter. Donc on voit les enfants dans des bonnes conditions. On voit aussi tous ces porteurs de projets qui viennent avec un projet de faire quelque chose et puis on les aide à le concrétiser. Donc c'est un retour des familles, du porteur de projet, des élus. Donc tout de suite, oui, ça donne du sens. Hein. On a quand même dans le social, en tout cas dans tout ce qui est sanitaire et social, on travaille sur l'humain, donc on a tout de suite le retour de ce qu'on fait. Hein. Quand on ouvre dans un quartier prioritaire une structure d'animation de la vie sociale, c'est quand même un lieu de vivre ensemble, de mixité. Donc on sait que tout de suite on apporte un service au plus près des habitants. On est aussi beaucoup engagé dans le soutien à la parentalité, c'est un domaine qui est important en CAF, tout ce qui est parce qu'on parle beaucoup de la petite enfance et de la jeunesse, mais il y a aussi l'animation de la vie sociale, le soutien à la parentalité, hein, c'est de proposer des ateliers aussi, des temps de répit, donc ça va voilà du portage du bébé, mais aussi comment je gère quand il n'arrive pas à dormir, la gestion du sommeil de l'enfant, ça, comme son entrée à l'école, je suis parent, je suis stressée parce qu'il va rentrer à l'école maternelle ou à l'école primaire, comment j'accompagne, comment je fais pour que mon enfant soit bien et que moi je sois bien, et quand un parent est bien, un enfant va bien, donc c'est travailler aussi tous ces liens, là, parents-enfants, les enfants à l'école aussi, on pense aux contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. C'est un dispositif qu'on inscrit dans le soutien à la parentalité, mais c'est des temps un peu ludiques, on parle souvent de soutien scolaire, mais là c'est du soutien scolaire, et puis un moment aussi où l'association se met en lien avec les parents pour accompagner ce temps des devoirs peut-être et de la scolarité de l'enfant. Donc c'est plein de dispositifs comme ça qui sont au service des familles, du territoire, des écoles. Donc moi j'ai pas de difficulté à trouver le sens au travail. Il a tout de suite un sens. Et puis après, en tant que manager, en plus, dès qu'on manage, il y a aussi le sens de l'équipe, parce qu'il y a le sens du travail et du service qu'on apporte et qui est tout de suite là. Mais depuis que je suis manager, là, depuis 15 ans, je me lève aussi le matin pour mon équipe, parce que je sais qu'il y a une équipe qui m'attend et qui a besoin que je sois là, que je pilote, que je leur donne en tout cas leur cadre d'intervention et que je sois à leur côté avec eux sur le terrain dans les moments difficiles. Alors j'y vais aussi dans les moments faciles parce que c'est qu'on partage les bons et les mauvais moments, mais le manager il est aussi là pour ça. Donc non, un double sens vraiment de ce qu'on apporte au territoire, aux familles. Et ça c'est ce qui me plaît, ce qui me vient de la sociologie. Et puis aujourd'hui le manager c'est le sens aussi que je donne et la priorité à mon équipe. Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière professionnelle? Est-ce que tu as réfléchi à comment évoluer encore davantage? C'est vrai que là, j'ai fait un parcours dans la sécurité sociale. Ce que je vous disais, c'est facile de changer d'un poste à l'autre, d'évoluer au sein de la sécurité sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de carrière professionnelle, j'aimerais bien pouvoir expérimenter un poste en dehors de la sécurité sociale. Alors je sais qu'elle va beaucoup me manquer finalement, j'y suis très attachée aujourd'hui. Donc c'est difficile d'en partir, mais je pense que oui, la prochaine étape, j'aimerais bien expérimenter un poste en dehors de la sécurité sociale. Après j'ai pas de difficulté à trouver d'autres emplois, on m'en propose de temps en temps, donc j'ai pas de souci pour changer. Mais oui, quand je serai prête,
Je pense que ça serait, oui, en tout cas, ouais, peut-être d'essayer quelque chose en dehors de la sécurité sociale. Donc ça serait, ouais, l'évolution que j'imagine. Après, de par ma personnalité, j'ai besoin de changements réguliers, de nouveautés. Donc j'ai besoin de me nourrir intellectuellement et donc j'ai besoin de changer, je pense aussi de poste. Il y a des gens qui ont besoin de la sécurité, eux, et de rester toujours dans le même poste. Moi, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'ai besoin de nouveautés. Alors, soit je le fais, soit je change de poste, soit je fais des choses à côté. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été voilà des interventions à l'université, ça a été l'accompagnement de personnes qui passaient un diplôme d'état d'ingénieur social. En ce moment, je fais une formation en apiculture. Je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui est voilà biodiversité. Donc c'est des choses comme ça que je peux faire voilà à côté de mon poste ou en tout cas ou alors après de changer mais oui, je pense il va y avoir d'autres postes d'autres changements et d'autres postes à afficher dans mon CV. Sur les routes de la sociologie revient bientôt avec un nouvel épisode. Nous déposerons nos valises dans les bureaux du ministère de la Transition écologique, plus exactement au sein du service statistique du Commissariat général au développement durable. Nous y rencontrerons Eric, sociologue en charge des enquêtes statistiques sur les rapports des Français à la nature et à l'environnement. Comment cet ancien étudiant est-il devenu sociologue au sein de ce ministère? Quelles sont ses fonctions? Et comment peut-on exercer la sociologie dans cette institution? Toutes les réponses à ces questions dans le prochain épisode.